Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous voyez quand je change les diapos? Oui, c'est bon. Ok, bon, parfait. Bon, on va pouvoir démarrer. Voilà, alors donc ensemble, donc on avait vu il y a quelques semaines, on avait vu l'apparition du groupe des spermaphites avec l'apparition donc du groupe des gymnospermes à l'intérieur des spermaphites. Et donc on a vu à la fois comment sont apparus les gymnospermes, quelles sont les caractéristiques principales associées à l'apparition des gymnospermes, notamment le développement d'un mégasporange particulier qu'on appelle l'ovule, et enfin, et qui a donné le nom au groupe, le groupe des spermaphites, donc ovule. L'ovule après fécondation va se transformer en graine, et donc sperma c'est la graine. Et gymnosperme, c'est que la graine est nue, c'est-à-dire que les ovules sont installés directement sur les feuilles transformées en appareils reproducteurs femelles qui sont les mégasporophiles. Ou on va y revenir, mais pour un cône femelle par exemple, c'est une écaille ovulifère pour une pomme de pin. Oui, les diapos seront disponibles sur Moodle. En fait, c'est déjà disponible. Pour l'instant, c'est indiqué BOP, mais donc les diapos sont déjà disponibles sur Moodle normalement. Pour le premier cours, ce sera pareil. En fait, donc aujourd'hui, on aura un cours et puis un deuxième cours la semaine prochaine. Par contre, les BOP n'ont eu que le premier cours. Et donc aujourd'hui, on va passer au deuxième groupe. Et donc, donc on avait l'apparition des gymnospermes et ensuite la diversification des gymnospermes. Et on a vu, donc on a passé en revue les 4 groupes actuellement encore présents chez les gymnospermes. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser maintenant à l'apparition du deuxième grand groupe de spermaphites, à savoir le groupe des angiospermes. Et donc, à nouveau, on va passer beaucoup de temps pour voir comment apparaissent ce très très grand groupe et également quels sont les caractères donc ancestraux, donc à quoi ressemblait finalement une fleur ancestrale d'angiosperme, et ensuite quels sont les principaux caractères qui eux vont évoluer au sein des angiospermes et passer à un stade qu'on appelle dérivé. Et la semaine prochaine, on passera en revue la diversification des angiospermes, donc on passera en revue un certain nombre de groupes actuels, présents donc encore actuellement au sein des angiospermes. Voilà. Alors, donc, on démarre avec l'origine des angiospermes, principalement aujourd'hui, et puis on va commencer un petit peu la diversification des angiospermes également, mais ce sera surtout l'objet du cours prochain. Alors, petit rappel donc, concernant donc la phylogénie de l'ensemble des bryophytes. Donc, on a vu donc, les gymnospermes sont apparus il y a environ 360 millions d'années. Et donc avec notamment l'apparition d'un organe
très particulier qui est donc l'ovule, qui est donc un sporange qui va produire qu'une seule mégaspore, et ce sporange se développe fortement, et ensuite la fécondation par les grains de pollen va avoir lieu au sein du mégasporange et donc sur la plante mère, ce qui n'était pas le cas auparavant, par exemple chez les ptéridophytes. Et donc le premier groupe qui est apparu au sein des gymnospermes, c'est le groupe des ptéridospermophytes, mais qui est un groupe éteint actuellement. Et puis ensuite, on a vu qu'il y avait 4 grands groupes. En fait, c'est 3 grands groupes de gymnospermes encore actuels. Ensuite, plus tard au cours de l'évolution, est apparu le deuxième groupe important. Ah oui, et donc un élément aussi important, c'est qu'on a une seule origine pour les gymnospermes, donc on a bien, ça forme bien un groupe monophylétique. Donc c'est bien un groupe où l'ensemble des gymnospermes ont un seul ancêtre commun, qui n'est pas partagé avec d'autres groupes, notamment avec les angiospermes. Donc c'est bien un groupe monophylétique. Et ensuite, au cours du temps, on va avoir apparaître sur une autre branche, apparition donc de ce groupe des angiospermes, qui sera également un groupe monophylétique, et qui est marqué notamment par le fait que l'ovule, il n'est pas nu comme chez les gymnospermes, donc gymno ça veut dire nu, par contre il est contenu dans une boîte, et cette boîte ça va être l'ovaire, et on verra donc qu'est-ce qui va former cette boîte. Et on verra également que la date d'apparition des angiospermes est encore incertaine. Alors justement, concernant la datation de l'origine des angiospermes, donc longtemps, ce qu'on a utilisé comme date, c'est 140 millions d'années, parce qu'en fait, c'est l'âge du plus ancien fossile dont on peut dire de façon non équivoque qu'il s'agit bien d'un angiosperme, parce qu'on voit ici une structure de fleur, et la fleur, c'est une caractéristique des angiospermes, avec son axe, son réceptacle, et sur ce réceptacle, on voit des pièces florales, notamment pour l'attraction des tépales, et on voit un tout petit peu éventuellement, où on imagine les appareils reproducteurs femelles et mâles. Et donc, forcément, 140 millions d'années, c'est certainement c'est une limite inférieure, donc les angiospermes ne peuvent pas être apparus après 140 millions d'années, puisqu'on avait déjà l'invention de la fleur il y a 140 millions d'années, mais par contre, ça pourrait être plus ancien, et d'autres types de fossiles ont été défendu par certains botanistes comme étant également appartenant au groupe des angiospermes, et notamment les plus anciens fossiles dont certains auteurs, mais ce n'est pas reconnu largement, pensent qu'il s'agit déjà d'angiospermes, datent de 240 millions d'années, ce qui repousserait encore de 100 millions d'années l'apparition des angiospermes. Mais donc ça, c'est quelque chose pour l'instant qui n'est pas admis, qui n'est pas accepté par l'ensemble de la communauté scientifique. Et puis, donc ça, c'est des évidences basées sur des fossiles qu'on attribuerait au groupe des angiospermes. Et puis, une autre méthode pour essayer d'évaluer l'âge des angiospermes, c'est par des analyses de phylogénie moléculaire, identifier le groupe le plus divergent, donc le premier groupe à l'intérieur des angiospermes qui s'est séparé de tous les autres. Donc c'est ce qu'on appelle le groupe basal au sein des angiospermes. Et donc ça, par des phylogénies moléculaires, on a pu identifier qu'il s'agit de la famille des amborellacées, et on va en reparler de ces amborellacées. Et ensuite, ça va être, donc à partir de données moléculaires, d'essayer de dater la divergence entre ce groupe et les autres, ce qui va également donc nous donner un âge le plus récent de l'origine des angiospermes. Ça pourra éventuellement être plus ancien, et il y a peut-être d'autres groupes dont il n'y a plus de représentants actuels, mais au moins ça nous permet d'avoir une certaine datation. Et si on fait ça, on voit qu'on repousse pas mal la date d'origine des angiospermes avec, pour des phylogénie moléculaire, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur les estimations, mais c'est de l'ordre de 160 à 200 millions d'années. Donc, plus ancien. Alors, donc, comment on fait pour utiliser des approches de phylogénie moléculaire pour faire de la datation? Mais tout d'abord, on va essayer d'échantillonner largement le groupe auquel on s'intéresse, ici les angiospermes, et donc ici on va échantillonner des espèces appartenant à l'ensemble des 45 ordres reconnus dans la classification des angiospermes. Donc c'est ce qui sont représentés ici. Donc la terminaison généralement c'est en -ales, donc les sapindales, les brassicales, etc. Et parfois avec plusieurs espèces dans chacun des ordres qui ont été échantillonnés. Et ensuite, pour chaque espèce, il faut obtenir des données moléculaires qui soient homogènes, enfin qui appartiennent au même gène
de façon à comparer des pommes avec des pommes entre les différentes familles et ordres. Et donc, dans cette étude, donc ici je représente les données d'une étude en 2012, pour lesquelles donc 5 gènes ont été séquencés chez l'ensemble de ces espèces, ce qui permet de faire une reconstruction de l'arbre phylogénétique en utilisant plusieurs méthodes de reconstruction phylogénétique. Et donc ça permet de reconnaître la structure et notamment d'identifier que le groupe le plus basal, c'est bien la famille des Amborellacées, puisque c'est celui qui diverge à partir du reste du groupe de façon la plus ancienne. Donc la famille des Amborellacées. Ensuite, on a besoin de dater, ce qu'on veut faire, c'est dater les différents nœuds ancestraux de l'arbre. Et donc, pour ça, on a besoin de calibrer la phylogénie moléculaire en utilisant des nœuds pour lesquels on connaît l'âge, ou en tout cas on a une estimation de l'âge, et ça se fait à l'aide de données fossiles. Donc dans cette étude, ils ont utilisé 4 données fossiles dont on sait, comme on a vu par exemple l'exemple de la fleur qui nous donnait l'âge d'un groupe, et donc ici ça nous permet donc de déterminer que l'âge de ces différents ancêtres correspondent à des valeurs qui sont connues et qui sont déterminées par les fossiles. À nouveau, il y a aussi bien sûr une incertitude sur ces déterminations. Et à partir de ça, on va donc reconstruire les séquences des nœuds ancestraux et utiliser des méthodes statistiques sophistiquées pour inférer les âges des nœuds ancestraux. Et notamment, ces méthodes sont sophistiquées parce qu'elles permettent de tenir compte de la variation des taux d'évolution des séquences d'ADN, parce que c'est quelque chose qu'on observe, c'est que selon les groupes, les taux de mutation et les taux d'évolution, les taux de substitution nucléotidique varient. Ok, et donc à partir de ça, dans cette étude, mais différentes études vont donner des âges un peu différents, on arrive à un âge de 200 millions d'années pour la séparation des Amborellacées. Et donc ça, c'est au niveau, par rapport aux représentants actuels des angiospermes, c'est l'âge le plus éloigné qu'on peut trouver, ce qui ne veut pas dire que les angiospermes sont apparus il y a 200 millions d'années, ils sont apparus peut-être bien avant, mais les autres groupes dérivés auparavant n'ont pas laissé de traces dans le registre fossile, ou en tout cas n'ont pas laissé de descendants actuels, donc on ne peut pas extraire de l'ADN de leurs descendants. Mais ça nous remonte déjà de 140 à 200 millions d'années environ, l'âge de ce groupe. Alors l'autre chose, c'est que, j'en ai déjà parlé, c'est que les angiospermes forment bien un groupe monophylétique, donc il y a bien un ancêtre commun exclusif de tous les angiospermes qui n'est pas partagé avec l'autre groupe qui sont les gymnospermes. Donc on vient de voir les premiers fossiles, et par contre, donc ce groupe, il s'est très fortement diversifié, et il a dominé la végétation terrestre à partir de 90 millions d'années environ. Et c'est quelque chose que Charles Darwin a noté, à savoir qu'il pensait donc que l'apparition des angiospermes datait de 140 millions d'années, et donc pour lui, c'était ce qu'on appelle, ce que lui appelait un abominable mystery, le fait qu'en si peu de temps, ce groupe est devenu largement prédominant. Et c'est ce qui est représenté ici. Donc, je vous ai déjà montré cette figure pour vous parler de l'apparition des gymnospermes. Donc, les gymnospermes sont apparus il y a 360 millions d'années. Et ensuite, par contre, pendant tout un temps, ils sont restés, ils se sont diversifiés progressivement, mais ils sont restés encore enfin, ils n'étaient pas du tout dominants de la végétation terrestre. Ce sont les groupes des ptéridophytes qui étaient dominants à ce moment-là. Et puis, tout d'un coup, les gymnospermes ont explosé en termes de nombre d'espèces. Donc ici, ce qu'on représente, c'est le nombre d'espèces présentes dans le registre fossile à une date donnée. Et on voit que progressivement, les gymnospermes deviennent le groupe qui produit le plus de fossiles dans le registre fossile. Et donc, on estime qu'il y a une diversification très importante, que ça devient le groupe dominant. Mais on voit que le moment où il devient fort dominant, c'est longtemps après, environ 100 millions d'années après l'origine des gymnospermes. Donc il y a un temps de latence. Et on a la même chose pour les ptéridophytes. Les ptéridophytes sont apparus ici environ il y a 380 millions d'années, et il a fallu un certain temps avant que ça devienne
le groupe majoritaire et ils ont donc remplacé les différents bryophytes. Par contre, pour les angiospermes, et c'est ce qu'avait noté Charles Darwin, dès leur apparition des angiospermes, ils se diversifient très fortement et supplantent progressivement le groupe des gymnospermes. Et donc, actuellement, on compte environ 230 000 espèces d'angiospermes, alors qu'il n'y a plus que 1000 espèces connues actuellement chez les gymnospermes. Donc, très largement, ça devient le groupe prédominant. Et donc, ce que Charles Darwin avait noté, c'est que c'était beaucoup trop court et donc incompréhensible. Mais maintenant, en fait, on a l'explication, c'est que ceci, c'était juste l'âge du fossile le plus ancien connu, mais en fait, l'origine des angiospermes, elle est plus ancienne et elle est au moins 200 millions d'années. Et donc, on a également cette période de latence qu'on observe aussi chez les gymnospermes, qui était présente chez les angiospermes, mais sans laisser de traces dans le registre fossile. Voilà. Alors maintenant, quels sont les caractères associés avec l'origine des angiospermes? Et donc, un élément très important, c'est l'apparition de cet organe de reproduction élémentaire qui est la fleur. Donc, première caractéristique importante. Et autre caractéristique importante, c'est l'apparition d'une protection supplémentaire pour les ovules qui vont se retrouver à l'intérieur d'un organe qu'on appelle l'ovaire et qui est en fait créé par la mégasporophile qui va se refermer autour des ovules. Donc au lieu d'être plus ou moins plate et d'avoir des ovules insérés sur cette mégasporophile, on va avoir chez les angiospermes la mégasporophile qui se referme complètement avec une cavité à l'intérieur. Dans cette cavité se trouvent les ovules et donc cette cavité la paroi, l'organe de protection va s'appeler l'ovaire et donc l'ovaire après fécondation des ovules va se transformer en fruit. Donc c'est aussi l'apparition du fruit comme étant la maturation d'un ovaire. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur les gymnospermes pour essayer de bien comprendre qu'est-ce que c'est une fleur en fonction de ce qui était des organes présents chez les gymnospermes. Eh bien, donc, une fleur, en fait, c'est un petit peu l'équivalent d'un cône de gymnosperme, sauf qu'on a chez les gymnospermes soit des cônes femelles qui vont donc être caractérisés par un axe, l'axe du cône. Sur cet axe se trouve inséré un certain nombre de mégasporophiles, et par exemple, pour la pomme de pin, il s'agit des écailles ovulifères. Donc toutes ces écailles ovulifères très très dures, avec à leur face supérieure 2 ovules. Donc ça, chacune de ces pièces, ce sont des mégasporophiles qui forment le cône femelle chez les gymnospermes. Et puis on a la même chose pour les cônes mâles chez les gymnospermes. On a un axe. Sur cet axe, on a des microsporophiles qui sont un petit peu l'équivalent des étamines et qui vont porter des sacs polliniques, qui sont les microsporanges. Chez les angiospermes, la particularité, c'est qu'on a également, donc l'équivalent du cône, ça va être la fleur. On a un axe, et à l'extrémité de cet axe, on a ce qu'on appelle le réceptacle, qui est vraiment la partie sur laquelle viennent s'insérer ce que je vais appeler les différentes pièces florales. Et ces pièces florales, on a notamment les mégasporophiles qui deviennent les carpelles. Donc, les écailles ovulifères se transforment chez les angiospermes en carpelles. Alors le carpelle, le nom, vous n'êtes peut-être pas très familier avec le terme carpelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ovaire, c'est la partie basale du carpelle. Et au-dessus de l'ovaire, on a parfois un style et parfois un ou plusieurs stigmates. Et tout ça forme une unité carpelle qui est donc une mégasporophile, mais qui s'est refermée sur elle-même pour entourer, protéger les ovules. Voilà, donc on a un axe et des mégasporophiles, comme chez le cône femelle de gymnosperme, mais par contre, on a également des microsporophiles qui se trouvent sur la même structure. Donc on a un cône qui est hermaphrodite, qui produit à la fois des mégasporophiles et des microsporophiles, les étamines, avec donc à leur extrémité les microsporanges, les sacs polliniques qui vont produire les grains de pollen. Et également, on a aussi
des feuilles transformées en organes d'attraction. Donc ici, ce sont ni des mégasporophiles ni des microsporophiles, ce sont aussi des feuilles transformées, mais cette fois-ci avec un rôle d'attraction. Notamment, ce sont des feuilles qui sont colorées, donc des pièces florales colorées, souvent, et donc qui vont qu'on appelle donc les tépales chez les angiospermes ancestraux. Et puis ensuite, au cours de l'évolution des angiospermes, souvent on a une séparation du travail chez les tépales avec les pièces les plus externes vont s'appeler les sépales. Ils vont avoir un rôle de protection du bouton floral avant l'ouverture de la fleur. Et ensuite, à l'intérieur, on a un deuxième cycle de pièces florales stériles qui sont les pétales qui, eux, sont généralement colorés et jouent le rôle d'attraction. Donc la fleur, c'est un regroupement au sein d'une même structure des organes élémentaires de reproduction femelles, les mégasporophiles refermés qui forment les carpelles, et les organes de reproduction élémentaires mâles, les microsporophiles, c'est-à-dire les étamines, et ensuite avec des organes qui sont stériles et qui servent plutôt à l'attraction des pollinisateurs. Et donc, pour donc terminer l'introduction de la nomenclature, donc l'ovaire en lui-même, c'est simplement la partie basale du carpelle qui se trouve là où, enfin, qui protège et qui entoure les ovules. Donc ici, ça va être l'ovaire. Et puis, on peut avoir parfois un style ou plusieurs styles et un ou plusieurs stigmates à l'extrémité. Et donc, leur rôle, c'est de capter les grains de pollen et assurer leur germination et leur croissance jusqu'à atteindre les ovules au sein de l'ovaire. Voilà pour la fleur. Et donc, qu'est-ce que c'est l'ovaire? Autre caractéristique des angiospermes que vous avez revu normalement avec M. Amselem, à savoir qu'on a un gamétophyte qui est encore plus réduit que chez les gymnospermes, donc qui va former donc à l'intérieur de l'ovule, à partir donc des tissus haploïdes, qui va former le sac embryonnaire qui ne contient plus que 8 cellules haploïdes. Et on a également apparition d'un phénomène qui est unique aux angiospermes, qui est la double fécondation. Donc on a donc les deux noyaux polaires du sac embryonnaire qui vont donc féconder, enfin réaliser une deuxième fécondation avec les tissus haploïdes du gamétophyte pour former un albumène triploïde qui va jouer un rôle de tissu de réserve pour permettre le développement de l'embryon. Ok, donc maintenant si on revient à notre arbre phylogénétique un petit peu donc des spermaphytes, où on a donc le groupe des gymnospermes ici, le groupe des angiospermes ici, avec donc le groupe le plus basal qui est la famille des amborellacées. Et donc on voit maintenant que le long de la branche qui est unique aux angiospermes, on a apparition donc de l'ovaire et du fruit, de la fleur, j'ai oublié de l'indiquer, du sac embryonnaire et de la double fécondation, et donc avec une origine probablement entre 160 et 200 millions d'années. Alors donc justement ce groupe sœur ici, le groupe le plus divergent, il va nous intéresser parce que ça nous permet d'étudier un petit peu des structures qui probablement sont les structures ancestrales, puisque c'est le représentant actuel, le plus ancien, enfin qui dérive du groupe le plus ancien d'angiospermes. Et donc, il est intéressant de bien voir quelles sont ses caractéristiques. Et donc, dans cette famille, donc Amberella, en fait, il n'y a qu'une seule espèce qui appartient, qui est la seule à l'intérieur du genre, qui est le seul genre présent dans cette famille d'Amborellacées. Donc, c'est un petit peu comme le Ginkgo biloba, qui était le seul représentant de tout un groupe important des gymnospermes. Ici, on a un seul représentant actuel pour toute une famille qui est particulière, puisque c'est le groupe basal des angiospermes. Donc cette espèce est Amborella trichopoda, qui est un petit arbre de Nouvelle-Calédonie qu'on voit ici. Et quand on a étudié la structure anatomique de tiges, enfin du tronc des Amborella, on s'est rendu compte qu'il y avait une absence de vaisseau du xylème dans le xylème secondaire. Donc en fait, on a un xylème secondaire qui ne contient que
des trachéides et qui ne contient pas d'éléments de vaisseau, créant ces vaisseaux du xylème. Et donc, ça nous permet de voir que, en fait, on a toujours pensé que les vaisseaux du xylème, c'était une caractéristique qui était apparue avec qui a évolué avec l'apparition des angiospermes. Or, on voit ici que le groupe le plus ancien ne possédait pas ces vaisseaux du xylème. Donc, les vaisseaux du xylème ont été, entre guillemets, inventés après la séparation avec les amborellacées. Donc, les vaisseaux du xylème, or, on les voit chez tous les autres groupes d'angiospermes, ceux qui font de la croissance secondaire, puisque bien sûr, certaines plantes herbacées qui ne font pas de croissance secondaire, on ne pourra pas vérifier s'il y a ou non des vaisseaux du xylème. Mais donc on voit que les vaisseaux du xylème sont apparus très vite après la séparation avec les amborellacées. Alors justement, ces vaisseaux du xylème, si vous vous souvenez bien, on en avait parlé, puisque c'est une structure qu'on a retrouvée par ailleurs dans le groupe des gnétophytes à l'intérieur des gymnospermes. Et qui serait apparu il y a environ 200 millions d'années. Donc en fait, on voit, c'est que plus ou moins à la même époque, apparaissent dans deux groupes très différents ce caractère des vaisseaux du xylème, mais aucun des deux n'est vraiment significatif particulier d'un groupe, puisque on voit qu'il n'est pas partagé par tous les angiospermes. Et donc, ce n'est pas un caractère distinctif, loin de là, entre les gymnospermes et les angiospermes. Ok, alors revenons aux amborellacées et à Amborella. Donc, on a vu que c'est un arbre, mais il est dépourvu de vaisseaux du xylème. Maintenant, autre caractéristique, si on regarde les fleurs, on voit qu'on a des fleurs unisexuées chez les amborellacées. Alors, ici, on voit un exemple de fleur mâle, et ici, un exemple de fleur femelle. Donc, on voit que sur la fleur femelle, on voit qu'on a plusieurs unités. Donc, on a les pièces florales qu'on appelle les tépales, qui sont colorées, qui servent à l'attraction des pollinisateurs. Et puis, on a ici 5 carpelles et 5 mégasporophiles transformés en unités carpelles. Et par contre, ici, on voit qu'on a plusieurs étamines, et il n'y a pas de carpelle, donc il n'y a que des étamines. Donc, on a des fleurs unisexuées. Alors là, c'est en fait un petit peu trompeur, puisque ici, on est chez le représentant actuel du groupe le plus ancestral chez les angiospermes, et on a des fleurs unisexuées. Or, les botanistes ont toujours considéré que les fleurs hermaphrodites, c'était quelque chose d'ancestral chez les angiospermes. Donc là, il y a une petite surprise. Alors ça pourrait être comme pour les vaisseaux du xylème, simplement le fait que les fleurs hermaphrodites sont apparues après la séparation avec les amborellacées, mais en fait plusieurs éléments font penser qu'il s'agit en fait, et donc là ce serait plutôt une réversion le long de la très longue branche qui mène vers les amborellacées actuelles, puisque en fait c'est une branche qui fait 200 millions d'années de longueur, et au cours de ces 200 millions d'années, apparemment, il y a eu un moment une réversion de fleurs hermaphrodites vers le caractère unisexué. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir? Mais pour ça, on va utiliser des méthodes de reconstruction phylogénétique pour essayer de reconstruire, non pas l'arbre en lui-même, c'est-à-dire qu'on va partir en fait à partir de données moléculaires, on va partir d'un arbre qui a été reconstruit, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les espèces actuelles et représenter sur l'arbre l'état d'un caractère en particulier. Imaginons ici que c'est ce qui pourrait être blanc et noir chez une fleur. Disons un caractère dont on va dire qu'en noir on représente l'état 1 et en blanc l'état 2. Et donc on voit qu'on a un certain nombre d'espèces actuellement qui sont dans l'état 2 et d'autres espèces qui ont l'état 1. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de reconstruire l'histoire du caractère, et pour chaque nœud ancestral, on va essayer de déterminer quel était son état. Donc ici, on a deux espèces qui ont l'état 2, donc leur ancêtre commun le plus récent, mais là, sans doute, le plus parcimonieux, le plus simple pour expliquer ça, c'est que leur ancêtre direct avait l'état 2. Ensuite, on a un groupe qui vient avec un état 2 et un groupe avec l'état 1, donc là, il y a une incertitude sur l'état de cet ancêtre. Et puis, on va faire la même chose pour en partant de toutes les branches, et en appliquant
des, des méthodes statistiques, on peut inférer quels sont les états les plus probables pour chacun des nœuds. Et quand on dit les plus probables, c'est celui qui demande le moins de changements d'état. Donc on voit ici, et donc dans cet exemple, on arrive à la conclusion que c'est plutôt l'état 1 qui est ancestral. Il y a une plus forte probabilité que ce soit l'état 1 qui soit ancestral. Et donc, dans ce cas-là, il y a eu 4 événements de changement d'état. Et c'est donc dans cet exemple ce qui est le plus parcimonieux. Et donc, certains auteurs ont repris un très grand nombre d'espèces au sein des angiospermes et pour lesquelles on a pu déterminer toute une série de caractéristiques florales. Et ensuite, à partir de phylogénie, donc ces espèces, comme on l'a vu précédemment, plusieurs gènes ont été séquencés, on a pu reconstruire une phylogénie. Et ensuite, l'idée, c'est de représenter, comme on le fait ici, les états, pour différents caractères, les états qu'on peut observer depuis les espèces actuelles et essayer, avec des méthodes statistiques, d'inférer les états ancestraux. Et donc, il y a une étude notamment d'un groupe à Orsay, donc par Hervé Sauquet, où ils ont donc fait, c'est une très grosse étude puisqu'elle étudie des données actuelles pour 792 espèces, pour lesquelles on connaît la morphologie florale actuellement, et on a également une phylogénie moléculaire qui permet donc de reconstruire toute l'histoire de ces 792 espèces. Et donc c'est représenté ici, et ce qu'on représente ici, en fait, c'est l'état d'un caractère qui nous intéresse pour l'instant, qui est le fait d'avoir des fleurs unisexuées ou bisexuées, donc bisexuées hermaphrodites, qui ont la même fleur, produit à la fois des étamines et des carpelles. Et donc, en jaune sont représentées toutes les espèces actuelles et les lignées, enfin les branches qui mènent à ces espèces actuelles, qui sont bisexués, donc hermaphrodites, et en bleu, ceux qui sont unisexués. Et on voit directement que, déjà, on voit que ce qui est majoritaire chez les angiospermes, c'est d'avoir des fleurs hermaphrodites. C'est de loin le caractère jaune qui est le plus largement distribué chez les angiospermes. Et on voit que le fait d'avoir des fleurs unisexuées, c'est un caractère qui est toujours qui forme des clusters dans la phylogénie, qui sont regroupés. Donc, à part ici quelques exemples isolés, mais sinon on voit ici qu'on a toute une série d'espèces proches les unes des autres qui partagent tout le caractère unisexué. Et donc ça veut dire qu'en fait le caractère unisexué, il est bien dérivé et donc il était présent chez ces différents groupes et il y a eu un moment, une réversion. Donc on avait un caractère hermaphrodite qui est le caractère ancestral, et puis tout d'un coup, il y a eu un changement d'état et vers le caractère unisexué, et ensuite toutes les espèces descendantes de cet ancêtre ont conservé des fleurs unisexuées. Et on voit qu'on a comme ça un certain nombre d'origines indépendantes de cette réversion vers des fleurs unisexuées. Et donc ça montre, et donc si on applique ces méthodes statistiques, on voit qu'on a bien une estimation ici. Donc ce qui est représenté, ce sont pour un certain nombre de nœuds ancestraux, c'est-à-dire des états ancestraux très, très anciens dans la phylogénie, et notamment celui qui est un petit peu caché ici, qui correspond à l'ancêtre de tous les angiospermes, donc celui au moment où les emborrelacées se séparent des autres. Et là, le diagramme en tarte qui est représenté ici représente la probabilité que l'état ancestral était soit jaune, soit bleu, et on voit ici qu'on a une probabilité de 100%, ou quasi 100%, que l'ancêtre était bien hermaphrodite. Et donc ces approches-là montrent très clairement, on voit qu'on a plusieurs événements différents de passage de l'hermaphrodisme vers unisexué, et donc ça montre bien que l'ancêtre des angiospermes, on est certain qu'il s'agissait bien d'une fleur hermaphrodite. Et donc, dans le cas dans le cas des emborrelacées, c'est quelque part, alors on ne peut pas déterminer le long de cette longue branche qui fait 200 millions d'années, le long de cette branche, à un moment, il y a eu un passage hermaphrodite vers unisexué, mais on ne sait pas à quel moment il s'est fait, puisqu'on n'a pas de stade intermédiaire. Ok, donc maintenant on peut dire qu'on a des fleurs unisexuées, mais là c'est une exception, c'est en fait un caractère dérivé.
Alors ensuite, autre caractère qu'on peut voir, c'est que chez les Amborellacées, on n'a pas de distinction entre sépales et pétales. On n'a qu'un seul type on appelle ça des enveloppes florales, donc tout ce qui est les pièces stériles qui ont plutôt un rôle d'attraction ou de protection de la fleur. Et donc on n'a qu'un seul type d'enveloppe florale, on appelle ça du coup des tépales. Et ça va être partagé par tous les groupes ancestraux chez les angiospermes. Autre caractère important également, c'est qu'on a plusieurs carpelles qu'on va appeler libres, c'est-à-dire qu'on voit ici que, donc ici dans l'exemple de Amborella, j'ai 5 carpelles, et ces 5 carpelles sont insérées chacun indépendamment sur le réceptacle. Ça, quand on dit libre, ça veut dire ça, ça veut dire que ces différentes pièces sont insérées indépendamment les uns des autres sur le réceptacle. Et les carpelles, on verra tout à l'heure qu'on peut les caractériser comme carpelles à ovaire super. Autre caractéristique, si on regarde les grains de pollen, on voit que dans le grain de pollen, on n'a qu'un seul trou par lequel le tube pollinique pourra germer, parce qu'en fait, donc la paroi externe du grain de pollen, qu'on appelle l'exine, elle est extrêmement résistante, très dure, elle empêche la dessiccation du grain de pollen, mais elle empêcherait aussi la germination. Et donc, il faut bien à un moment que cette paroi soit pas complète, soit percée d'un trou qui permet au tube pollinique de germer, de se développer. Et donc, on voit que pour les grains de pollen dans les groupes ancestraux, on a un seul pore, ou parfois une fente, mais un seul. Ça, c'est un caractère ancestral également. On reviendra sur des illustrations de ce caractère. Et ce qu'on voit également, c'est que ces Amborella étaient pollinisés par des insectes. Donc on a production de nectar et attraction d'insectes pour la pollinisation. Alors, donc je reviens sur le fait d'avoir plusieurs carpelles libres donc, sur la fleur d'Amborella. Donc c'est ce qui est représenté ici dans cette espèce de fleur ancestrale schématique. On voit donc qu'on a un réceptacle allongé, et sur ce réceptacle allongé, insertion de plusieurs mégasporophiles transformés en carpelles, et donc avec un ovaire à leur base. Et donc ça, c'est vraiment un caractère qu'on va retrouver chez beaucoup de familles très ancestrales chez les angiospermes. Mais par contre, au cours de l'évolution, ce qu'on va voir, c'est que rapidement, au cours de l'évolution, on va avoir une réduction progressive du nombre de carpelles sur la fleur. Au lieu d'en avoir 5, comme on a vu chez les Amborellacées, on va en avoir peut-être moins. Enfin, dans certains cas, on va en avoir moins. Ou, dans d'autres cas, on a un autre phénomène qui se passe, c'est-à-dire un phénomène de soudure des carpelles. Et alors là, on utilise la terminologie un peu bizarre, mais on dit qu'on a des pistils à carpelles soudées, donc qui veut dire qu'il y a eu un événement de soudure de plusieurs carpelles. Alors comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a eu soudure? Souvent, quand on a de la chance, on va avoir des traces de cette soudure. Alors juste donc ici, quand on regarde la plupart des fleurs d'angiosperme, sur la fleur, on voit qu'une seule unité carpelle, alors qu'ici, on en voyait plusieurs chez Amborella. Souvent, on n'en voit qu'une seule, et quand on n'en a qu'une seule, il y a une petite incertitude. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y en a plusieurs qui ont avorté, il n'y en a plus qu'une seule qui se développe, ou bien est-ce qu'il y a eu un événement de soudure? Et donc, comme je vous le disais, quand il y a eu de la soudure, souvent, si on a un peu de chance, on a des traces de soudure. Et par exemple, le type de trace de soudure qu'on peut voir, c'est qu'on n'a qu'un seul ovaire. Donc, imaginons qu'on ait 5 carpelles initiaux. Ces 5 carpelles se soudent pour ne former plus qu'un seul ovaire. Mais par contre, de cet ovaire, on voit 5 styles qui sortent de l'extrémité de l'ovaire, et chacun avec son stigmate. Donc on a 5 styles, 5 stigmates, un seul ovaire. Ça veut dire qu'il y a eu soudure des carpelles. Ou bien, parfois, ce qu'on observe, c'est que la soudure est encore plus forte, et donc on a un seul ovaire, un seul style, mais par contre, on a 5 stigmates. Alors je dis 5, mais ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Et donc, on arrive à compter plusieurs stigmates. À ce moment-là, on peut dire que le nombre de stigmates correspond au nombre de carpelles qui se sont soudées au cours de l'évolution. Et puis, malheureusement, dans certains cas, il y a incertitude, parce que dans certains cas, on n'a qu'un seul ovaire, un seul style, un seul stigmate, et là, on ne sait pas s'il y a eu soudure très forte, ou s'il y a eu élimination progressive de tous les carpelles sauf un.
Et donc, pour répondre à cette question, il faut aller voir à l'intérieur de l'ovaire, est-ce qu'on a également des traces. Et effectivement, quand on a des soudures, parfois on voit plusieurs cavités dans l'ovaire. Et ces différentes cavités correspondent à différents carpels qui se sont soudés entre eux au niveau de l'ovaire, mais chacun a gardé ses parois, et donc du coup ça va délimiter plusieurs cavités. Ou l'autre façon de voir, c'est comment sont insérés les ovules, et normalement, quand il y a qu'un seul, au sein d'un carpel libre comme ceci, tous les ovules sont insérés sur une seule ligne d'insertion, et si je vois plusieurs lignes d'insertion dans l'ovaire, c'est que j'ai également des carpels soudés. Et donc, c'est ce qu'on peut regarder, et pour regarder ça, il faut faire une coupe transversale dans l'ovaire. Donc voici un carpel, on va faire une coupe transversale dans l'ovaire du carpel, et regarder comment sont insérés les ovules. Et ici, dans cet exemple, on a une seule ligne d'insertion. Alors, on a l'impression qu'il y en a deux, mais en fait, les ovules sont toujours insérés sur des doubles lignes. Donc, on a une seule double ligne d'insertion, mais on voit que cette double ligne, elle est insérée du même côté de la paroi de l'ovaire. Et donc, ça, c'est le cas quand il n'y a pas eu de soudure. Donc, on a bien un exemple ici de carpel libre ou de carpel tout seul parce que les autres sont partis, mais sans soudure. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode d'insertion des ovules avec une seule double ligne d'insertion. C'est ce qu'on appelle une placentation marginale. Et c'est ce qu'on va observer, par exemple, chez chacun des carpels d'Amborella. Pour chacun de ces carpels, on va observer, si on fait une coupe transversale, on va observer ceci. On va observer une double ligne d'insertion des ovules sur la paroi, mais seulement d'un côté. Ça, c'est la placentation marginale. Donc si on observe ça, on sait qu'il n'y a pas eu soudure, peu importe le nombre de carpels dans la fleur. Par contre, si on fait une coupe transversale et qu'on voit plusieurs cavités délimitées par des cloisons, eh bien ça veut dire très clairement que j'ai un seul ovaire, mais c'est un ovaire qui résulte de la soudure de plusieurs carpels. Et ici, j'ai 3 cavités, donc j'ai 3 carpels qui se sont soudés. Donc en coupe transversale, on voit vraiment très bien ces 3 cavités avec les cloisons. Et les cloisons correspondent aux parois de chacun des carpels. Ça, c'est ce qu'on appelle la placentation axillaire, caractérisée par plusieurs cavités. Et donc, si j'ai par exemple ceci, si j'ai ceci, donc j'ai 3 cavités, ça veut dire que j'ai 3 carpels initiaux. Donc si j'ai plusieurs styles, je vais avoir 3 styles. Si j'ai plusieurs stigmates, je vais avoir 3 stigmates. Il y aura toujours le même nombre de cavités que le nombre de styles ou de stigmates, sauf si j'ai un seul style, un seul stigmate, parce que là, il peut y avoir une soudure tellement forte qu'à l'extérieur, on ne voit plus rien. Alors, autre possibilité, et c'est aussi quelque chose qui arrive progressivement au cours de l'évolution, c'est-à-dire que donc, dans un premier temps, on a une soudure avec, on garde encore les parois des différents carpels initiaux, on a plusieurs cavités, et puis ensuite, ces cloisons vont disparaître, et ces cloisons, elles peuvent disparaître soit vers l'extérieur, et c'est le cas ici, donc les cloisons, petit à petit, elles se raccourcissent, et les ovules viennent finalement s'insérer sur plusieurs lignes, plusieurs doubles lignes d'insertion sur la paroi. C'est ce qu'on appelle la placentation pariétale. Et donc, dans ce cas-là, on n'a plus qu'une seule cavité, mais on peut quand même avoir l'information sur le fait qu'il y a bien eu soudure des carpels, parce que les ovules, au lieu d'être insérés seulement d'un côté, comme on l'a vu ici dans la placentation marginale, on voit qu'ils sont insérés seulement d'un côté. Ici, on voit qu'ils sont insérés à 3 endroits différents, donc 3 carpels initiaux soudés. Ou bien l'autre possibilité, c'est que les cloisons disparaissent, mais vers le centre. Et dans ce cas-là, tous les ovules vont être insérés sur une sorte de colonne centrale qui prend naissance à la base de l'ovaire et sur laquelle se trouvent insérés les ovules. Donc, une colonne centrale, ça, quand on voit ça, on peut dire également qu'il y a soudure des carpels. Alors ici, on arrive à les compter, mais souvent, quand on a une placentation centrale, on a plus de mal, parce qu'on a des ovules tout autour de la colonne, et on ne sait plus compter le nombre de carpels initiaux. Voilà donc pour les placentations. Donc, quand on a des pistils à carpels soudés, soit on regarde à l'extérieur, on essaie de compter le nombre de styles, soit on regarde à l'intérieur s'il y a plusieurs cavités ou plusieurs lignes d'insertion des ovules. Donc voilà pour les différents caractères de soudure des carpels.
Ensuite, donc, je vous avais parlé du pollen à un seul pore, donc une seule ouverture. C'est le cas par exemple chez le riz, mais c'est le cas aussi chez Amborella. Et, ou bien on peut avoir un pollen ancestral aussi avec une fente. Au lieu d'avoir un pore, on a une fente, mais une seule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un caractère ancestral, et on appelle ça du pollen monocolpé, donc un seul pore. Et puis, dans les groupes dérivés, on va avoir, donc il y a un des groupes, un très très grand groupe au sein des angiospermes, qui s'appelle le groupe des eudicotes, et qui lui va être caractérisé par le fait d'avoir du pollen à 3 pores, qu'on appelle donc tricolpés, ou éventuellement 3 fentes. Donc on voit ici que c'est plusieurs fentes, il y en a une, deux, et la troisième est ici. Donc on a 3 fentes, et donc le tube pollinique pourra germer par l'un des 3 après donc hydratation après avoir atterri sur un pistil et avoir été hydraté. Donc voilà pour une caractéristique morphologique donc si on arrive à le déterminer, on sait qu'ici on va être dans un groupe ancestral. Si on a 3 pores ou 3 fentes, ce sera un groupe qui appartient, une famille ou une espèce qui appartient au groupe des eudicotes. Ok, donc si on essaye de résumer un petit peu les caractères, les différents caractères qu'on a regardés, et leur état soit ancestral, soit dérivé, donc ça c'est quelque chose d'important à pouvoir retenir pour l'examen, c'est quels sont les états ancestraux de caractères chez les angiospermes et les états dérivés. Et donc, j'en ai pas parlé, mais donc les premiers angiospermes, comme d'ailleurs Amborella, c'était des plantes ligneuses, donc des arbres ou des arbustes. Et donc les plantes herbacées sont apparues plus tard au cours de l'évolution des angiospermes. Donc le caractère herbacé, c'est un caractère dérivé chez les angiospermes. Ensuite, on voit que finalement, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, le fait d'avoir dans le xylème secondaire uniquement des trachéides, c'est ancestral, et le fait d'avoir des vaisseaux du xylème, c'est apparu plus tard. C'est apparu en fait très très vite, après la séparation avec les amborellacées, mais c'est quand même un caractère dérivé. Ensuite, donc, on voit qu'un caractère ancestral, c'est d'avoir une fleur bisexuée. Donc, dès l'invention de la fleur possédait à la fois des carpelles et des étamines. Et ensuite, c'est secondairement au cours de l'évolution qu'il y a eu plusieurs apparitions indépendantes de fleurs unisexuées. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois le terme réversion. Alors, pourquoi réversion? Parce qu'en fait, chez les gymnospermes, forcément, on ne produisait que des cônes mâles ou que des cônes femelles. Donc les organes reproducteurs, c'était bien unisexué chez les gymnospermes. Par contre, chez les angiospermes, dès le départ, on a une fleur bisexuée. Donc c'est un petit peu des cycles au cours de l'évolution. Les gymnospermes possèdent des fleurs enfin, c'est pas vraiment des fleurs, évidemment, ce sont des organes reproducteurs unisexués. Et chez les angiospermes, le premier angiosperme possédait des organes reproducteurs bisexués. Et c'est plus tard au cours de l'évolution qu'on a apparition, notamment, par exemple, dans le groupe des chênes, hêtres, etc., apparition de fleurs unisexuées. Même chose pour en ce qui concerne la pollinisation. Donc la pollinisation, c'est parfois trompeur, mais chez les angiospermes, la pollinisation ancestrale, c'est une pollinisation par les insectes. Donc les premiers angiospermes étaient pollinisés par les insectes, et donc c'est ce qu'on appelle une pollinisation donc entomogame. Par contre, il existe des angiospermes avec une pollinisation par le vent, on appelle donc des angiospermes anémogames, mais ça c'est quelque chose qui est apparu plus tard au cours de l'évolution. Et donc, à nouveau, c'est une sorte de réversion, puisqu'on sait que les gymnospermes avaient une pollinisation par le vent, mais donc c'est un caractère, le fait de la pollinisation par le vent, c'est un caractère ancestral chez les gymnospermes, mais chez les angiospermes, le caractère ancestral, c'est pollinisation par les insectes, parce que donc les premières fleurs et ça fait vraiment partie de la nouveauté, une des nouveautés des angiospermes, c'est de coévoluer avec des insectes et avoir une pollinisation dès le départ qui est par des insectes. Après, donc, il y a eu évolution de la réversion vers une pollinisation par le vent dans certains groupes, notamment j'ai parlé du chêne, du hêtre
où on a à la fois des fleurs unisexuées et des pollinisations par le vent, mais il y a également d'autres phénomènes, d'autres syndromes de pollinisation notamment par les oiseaux, par les chauves-souris, etc., qui sont apparus également secondairement. Ce sont aussi des caractères dérivés. Alors on a vu donc pollen à un pore, ça c'est un caractère ancestral. Pollen à 3 pores, c'est un caractère dérivé qu'on va retrouver d'ailleurs seulement dans un grand groupe d'angiospermes. Les carpelles libres, c'est un caractère ancestral, et puis au cours de l'évolution, on a évolution vers une soudure des carpelles. Et autre caractère dont je n'ai pas parlé, c'est la position de l'ovaire par rapport aux autres pièces florales. Donc position des carpelles par rapport aux étamines et aux tépales. Et donc le caractère ancestral, c'est d'avoir ce qu'on appelle un ovaire super. Et ensuite, au cours de l'évolution, dans certains groupes, on a apparition de ce qu'on appelle un ovaire infère. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ici, pour bien comprendre la position de l'ovaire par rapport aux autres pièces florales, il faut pouvoir bien reconnaître la forme. C'est surtout lié en fait à la forme du réceptacle. Et donc ça, c'est quelque chose, quand vous dessinez une fleur, souvent, vous oubliez de bien dessiner le réceptacle, qui est donc l'axe sur lequel s'insèrent les pièces florales. En fait, des pièces florales sont insérées sur un réceptacle. Et donc, parfois, on dessine naïvement des étamines qui sont insérées sur des pétales, ou des pétales qui sont insérés sur des sépales. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les différentes pièces florales sont insérées sur le réceptacle. Sauf à quelques exceptions près, dans certains cas, on peut avoir des fusions entre les étamines et les pétales, et les étamines se trouvent insérées sur une corolle. Ça peut arriver, mais ce sont des exceptions. Donc toujours bien identifier et dessiner le réceptacle et sa forme. Et donc dans les groupes ancestraux, le réceptacle il est souvent bombé, il est souvent allongé, soit très allongé, soit simplement bombé, comme ici. Et on sait que le ou les carpelles se trouvent toujours à l'extrémité du réceptacle. Et donc, comme ils sont à l'extrémité du réceptacle, le réceptacle est plus ou moins allongé, les carpelles vont se trouver insérées au-dessus des autres pièces florales. Donc en dessous des carpelles se trouvent insérées les étamines, et puis ici les pétales et les sépales, ou bien les tépales si je n'ai qu'un seul type d'enveloppe florale. Donc on dit que l'ovaire est super parce que son point d'insertion est au-dessus son point d'insertion sur le réceptacle est au-dessus du point d'insertion des étamines, tépales, etc. Par contre, dans certains cas, on a le réceptacle qui prend une forme très particulière qui va s'invaginer et former une sorte d'urne. J'ai perdu ma souris. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc dans certains cas, j'ai donc le réceptacle qui va s'invaginer, former une urne, et ce qu'on voit, c'est que l'ovaire, il va s'enfoncer dans cette urne. L'ovaire s'enferme dans cette urne, et en fait, ça permet une protection supplémentaire des ovules. Donc les ovules, non seulement ils vont être protégés par la paroi de l'ovaire, qui est donc cette mégasporophylle qui s'est refermée sur les ovules, mais en plus, il va être protégé, cette fois-ci, par le réceptacle, parce qu'il s'enfonce dans le réceptacle. Et dans ce cas-là, comme l'ovaire est enfoncé dans le réceptacle, on voit que les étamines, les pétales, sépales ou les tépales, se trouvent insérés, cette fois-ci, au-dessus du niveau d'insertion de l'ovaire qui est inséré ici en bas dans le réceptacle. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'ovaire infère. Super, il est inséré au-dessus. Infère, il est inséré en dessous du point d'insertion des autres pièces florales. Et donc ça, c'est un caractère dérivé, mais qu'on va voir apparaître et qui est assez typique d'un certain nombre de familles, ces familles à ovaire infère. Et puis, entre les deux, on a un cas intermédiaire qu'on va appeler l'ovaire semi-infère. C'est quand le réceptacle est aussi invaginé, donc forme également une urne, que l'ovaire s'enfonce dedans, mais par contre, il n'est pas soudé à la paroi du réceptacle. Et donc au moment, par exemple, dans ce cas-là, donc on appelle ça semi-infère, on aurait pu l'appeler infère, mais il y a une différence importante, c'est qu'au moment de la formation du fruit, donc je vous ai dit, le fruit, c'est ce qui résulte de la fécondation et de la maturation, la fécondation des ovules et puis la maturation de l'ovaire, qui va se transformer en fruit. Donc tout ceci va former le fruit, et le fruit va être indépendant
complètement indépendant du réceptacle. Alors que quand on a un vrai ovaire impair, le fruit, il va se former à la fois à partir des tissus de la paroi de l'ovaire et des tissus du réceptacle. On ne peut plus distinguer les deux. Et donc c'est pour ça, donc c'est le cas notamment chez le pommier, donc la pomme, c'est issu d'un ovaire impair. Et dans ce cas-là, la chair de la pomme, on ne peut pas dire que c'est formé uniquement par la paroi de l'ovaire, mais c'est à la fois issu de la paroi de l'ovaire et du réceptacle. C'est pour ça qu'on doit parler pour la pomme d'un faux fruit. Alors évidemment, c'est une appellation, faux fruit, c'est une appellation pour les botanistes, donc c'est au sens botanique du terme. Un faux fruit, c'est un fruit qui est issu de la maturation d'un ovaire en position impair. Et par contre, quand on a un ovaire super ou un ovaire semi-impair, le fruit va être formé seulement de... enfin, la paroi du fruit va être formée seulement de la paroi de l'ovaire, et donc on a un vrai fruit dans ces deux cas. Et donc ici donc on a la pomme. Alors une manière de distinguer les deux, c'est, pour bien identifier si on a un ovaire impair ou super, c'est de regarder où se trouve inséré le pédicelle de la fleur et donc le pédicelle du fruit par rapport aux résidus des étamines et des sépales que l'on voit parfois au sein du fruit. Et c'est le cas chez la pomme, par exemple. Pour la pomme, vous avez le pédicelle d'un côté et vous avez ce qu'on appelle la mouche de la pomme, où on voit bien que ce sont les résidus des étamines et des sépales, qui se trouvent à l'extrémité de l'autre côté du fruit par rapport au pédicelle. Et donc ça veut dire bien que la fleur, que la pomme est issue d'un ovaire impair. C'est la même chose chez la banane. Vous avez le pédicelle d'un côté et à l'extrémité les résidus des étamines et des sépales. Donc on a bien un ovaire impair. Par contre, chez l'oranger, vous avez le pédicelle où on voit la trace du pédicelle qui se trouve du même côté. Quand vous regardez une clémentine, ça se trouve du même côté que les résidus des sépales. Donc on a un tout petit résidu des sépales du même côté que le pédicelle. Donc là on a bien un ovaire super, un vrai fruit. Et donc chez le cerisier, c'est la même chose, on a le pédicelle et les résidus des sépales qui se trouvent du même côté. Ok, donc ça c'était pour la position de l'ovaire, et donc on peut utiliser à nouveau ces approches phylogénétiques pour bien reconstruire l'histoire de ces changements de position de l'ovaire. Et donc ici on a à nouveau, donc ceci c'est exactement la même représentation qu'ici, sauf qu'ils ont enlevé les petites illustrations des différentes familles, mais c'est pareil. Et donc et on a également l'état ancestral qui est donc, ce qui est représenté en jaune, c'est un ovaire super, et ce qui est représenté en bleu, ce sont les groupes avec un ovaire impair. Et donc, à nouveau, ce qu'on voit très bien sur la phylogénie, c'est que les espèces qui possèdent donc on voit que la majorité ont un ovaire super, donc ça c'est le caractère majoritaire, et également que ceux qui ont un ovaire impair sont toujours très proches phylogénétiquement. Vous voyez qu'on a à nouveau des clusters d'espèces ou de familles qui possèdent des ovaires impairs. Et donc ça montre qu'à chaque fois, à l'origine d'un cluster, comme ici, on a plusieurs familles proches les unes des autres qui possèdent un ovaire impair, et on voit que c'est issu d'une apparition ici d'un changement de ovaire super à ovaire impair, et ensuite c'est partagé par toutes les familles sœurs. Ici, on a une seule famille qui possède ça. Ici, on en a plusieurs qui forment un cluster, etc. Et donc, quand on a ce genre de regroupement d'un caractère, c'est bien que c'est un caractère dérivé et que l'état ancestral, et à nouveau ici on peut le voir, l'état ancestral, donc calculé avec des approches statistiques, il est quasi toujours, presque à 100%, on est sûr que c'est le caractère ovaire super. Sauf dans ce groupe-là, vous voyez que pour ce nœud-là, là, il y a une petite incertitude, il y a 20% de chance ou 15% de chance que l'ancêtre soit plutôt à ovaire impair. Donc là, on ne le sait pas, mais par contre, pour les groupes les plus ancestraux, c'est sûr que le caractère ancestral, c'était l'ovaire super. Ok, alors j'ai vu qu'il y avait différentes questions, je vais peut-être essayer de
de voir de quoi il s'agit. Donc les Amborella ancestraux sont donc unis ou bisexués. Donc l'ancêtre des Amborellacées actuels était bisexué, était hermaphrodite. Donc oui, effectivement, donc les Amborella actuels sont unisexués, mais les ancêtres de Amborella les ancêtres éloignés de Amborella étaient bisexués, et à un moment, le long de cette branche, il y a eu un passage vers le caractère unisexué. Ok. Voilà donc pour ce qui concerne ovaire super, ovaire infère. Alors peut-être une petite chose, quand on dit ancestral dérivé, c'est pour chacun des caractères, mais en fait, très souvent, on ne va pas observer une famille qui va avoir tous les caractères dérivés et une famille qui va avoir tous les caractères ancestraux. C'est plutôt la proportion de caractères ancestraux qui vont déterminer si on a plutôt affaire à une famille ancestrale ou à une famille dérivée. Et parce que donc chaque changement de caractère est généralement indépendant, sauf peut-être ici fleurs unisexuées et anémogames, c'est souvent associé, donc le fait d'avoir la pollinisation par le vent, c'est souvent associé à fleurs unisexuées, mais ça peut être associé à des carpelles libres. Donc c'est certains caractères le long d'une branche en particulier qui vont passer du caractère ancestral, de l'état ancestral à l'état dérivé, mais c'est très rare qu'on ait l'ensemble des caractères qui vont devenir dérivés. Donc, et on voit un bel exemple chez Amborella, puisque Amborella, il a une pollinisation entomogame, il a du pollen à une pore, carpelle libre, ovaire super, etc. Mais par contre, Amborella a une fleur unisexuée. Donc il y a un des caractères chez Amborella qui est dérivé, avec donc, ce changement qui a eu lieu quelque part le long de la branche, mais on ne sait pas quand. Ok, alors on va continuer avec l'inventaire des caractères qu'on observe chez les angiospermes ancestraux. Et un caractère typique également, c'est d'avoir de nombreuses pièces florales. Donc les pièces florales, ça peut être soit les carpelles, donc appareil reproducteur, éléments d'appareil reproducteur femelle, ça peut être des étamines, éléments d'appareil reproducteur mâle, ou ça peut être les tépales, donc qui sont les pièces qui jouent notamment un rôle d'attraction. Par contre, chez les angiospermes plus dérivés, on observe des pièces florales qui sont beaucoup plus organisées et qui sont organisées en cycles très précis, avec donc un nombre très précis par exemple, de pétales ou d'étamines, qui peut être 2 par cycle, 3 par cycle, 4 ou 5. On verra quelques exemples. Par contre, quand on a de nombreuses pièces florales, le nombre exact est indéterminé, c'est-à-dire que d'une fleur à l'autre, on va observer, sur une même plante, on va observer une variation, alors que dans les cas où c'est précis, ce sera toujours, toutes les fleurs d'une même plante auront toujours soit 3, soit 4 étamines, soit 5, etc. Et puis, donc, on a vu que le caractère ancestral, c'est d'avoir des sépales et des pétales qui ne sont non différenciés, et donc on appelle ça des tépales. Par contre, au cours de l'évolution, on va avoir apparition d'une séparation entre sépales et pétales. Les sépales qui jouent, comme c'est les plus externes, ils jouent un rôle de protection du bouton floral, et généralement ils sont verts, ils font de la photosynthèse, mais ils ne sont pas colorés. Et puis les pétales qui jouent plutôt le rôle d'attraction des pollinisateurs. Et ces pétales ou ces tépales dans les groupes ancestraux sont libres l'un de l'autre, sont insérés indépendamment l'un de l'autre sur le réceptacle, alors qu'ils vont être soudés chez les familles les plus dérivées. Alors voici donc un exemple d'angiospermes ancestrales pour lesquels on a un très grand nombre de pièces florales. Et donc un bel exemple, c'est l'exemple du nénuphar, qui est donc la famille des Nymphaeaceae. La famille des Nymphaeaceae, c'est la deuxième à diverger des autres angiospermes. Donc la première, c'est Amborellacées, c'est le groupe le plus basal. Ensuite, le deuxième à séparer des autres, c'est la famille des Nymphaeaceae. Donc vraiment un groupe très très ancien. Et on voit qu'au niveau des fleurs, on a un très très grand nombre de tépales. On voit qu'il n'y a pas de sépales pétales, ce sont des tépales en très grand nombre. Et ensuite, on a un très grand nombre d'étamines, et puis, on ne le voit pas ici, mais à l'intérieur, on a un très grand nombre de carpelles. Et quand on a comme ça un très grand nombre de pièces florales, on dit qu'on a une fleur polymère.
et on a généralement une disposition spiralée, c'est-à-dire que si on regarde, le long du réceptacle, on voit que les pièces s'insèrent comme une spirale de plus en plus haut sur le réceptacle. Ok, et puis par opposition à ça, on a des fleurs qui sont apparues plus tard au cours de l'évolution au sein des angiospermes, pour lesquelles on a un nombre fixe, précis de pièces florales, et qui sont disposées sur différents cycles. Alors ici, on a un exemple de fleur qui possède, sur chaque cycle, elle possède 4 pièces. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est tétramère. J'ai par exemple 4 pétales, on le voit bien ici. On voit ici qu'on a à la fois des sépales et des pétales, alors qu'ici on n'avait que des tépales. Donc sépales, pétales. Et j'ai également 4 sépales. Et donc une chose importante, c'est qu'on voit que, et c'est une règle fondamentale dans la fleur d'angiosperme, c'est-à-dire que 2 cycles qui se suivent dans la fleur sont décalés l'un par rapport à l'autre. Donc j'ai ici 4 sépales, et puis je vais avoir également 4 pétales, mais chacun des pétales se trouve décalé par rapport aux sépales, donc se trouve entre 2 sépales. J'ai un sépale, un autre sépale, et puis entre les deux, dans le cycle suivant, un pétale, idem ici. Et ensuite, je vais avoir des étamines. Alors si on compte le nombre d'étamines dans cette fleur, on a 8 étamines au total, mais ces 8 étamines se trouvent en fait sur 2 cycles différents, parce que j'ai un premier cycle d'étamines qui sont décalés par rapport aux pétales. Donc j'ai une étamine ici qui est entre 2 pétales, une deuxième ici qui est entre ces 2 pétales, une troisième qu'on ne voit pas entre ces 2 pétales, et une quatrième qui est entre ces 2 pétales-là. Ça va être le premier cycle d'étamines. Ensuite, j'ai un deuxième cycle de 4 étamines qui sont décalées par rapport aux premières étamines, et donc qui deviennent en face, qui se retrouvent finalement en face de chacun des pétales. J'en ai un ici, une là, une ici. Et donc voilà, 2 cycles de 4 étamines, et puis ensuite j'ai un carpel, qui est ici un carpel issu de la soudure de plusieurs carpels, probablement 4 carpels qui se sont soudés. Voilà, donc ici, donc on a une fleur qu'on appelle cyclique, parce qu'on peut vraiment compter des cycles successifs, et dans cette fleur, j'ai 5 cycles, j'ai un cycle de sépales, un cycle de pétales, on a vu 2 cycles d'étamines, ça fait 4, et puis un carpel, ça fait un 5e cycle, donc j'ai une fleur qui est, on dit qu'elle est pentacyclique, 5 cycles, tétramère, chaque cycle fait 4 pièces florales. Voilà. Oui, donc je l'ai dit, donc ici on n'a que des tépales, ici on a des sépales et des pétales séparément. Donc plusieurs caractères dérivés dans cette fleur. Alors autre caractère également particulier, donc c'est le fait qu'on peut avoir soit des pétales libres, soit des pétales soudés. Donc ici on voit qu'il y a un certain nombre de caractères dérivés, le fait d'avoir des cycles, etc. Mais par contre les pétales, on voit très bien qu'ils sont insérés chacun indépendamment sur le réceptacle. Donc on a ce qu'on appelle des pétales libres, et ça c'est un caractère ancestral. Par contre, chez beaucoup d'angiospermes, on observe que les pétales vont se souder entre eux et vont s'insérer, c'est la partie soudée qui vient s'insérer sur le réceptacle. Donc ici on a cette partie soudée qui s'insère sur le réceptacle, ici on a les sépales qui sont là, et puis ici on a les sépales et la partie soudée des pétales qui vient s'insérer sur le réceptacle. Donc pétales soudés, et donc généralement, et donc on le voit bien ici, il y a la partie soudée va former ce qu'on appelle le tube de la corolle, et la partie libre, ça fait l'extrémité des pétales qui permet de les compter. Donc ici j'ai bien 5 pétales, mais ce sont des pétales soudés. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène? Mais ce phénomène, c'est souvent lié à la coévolution avec les insectes, c'est-à-dire que le nectar de cette fleur va être produit à la base de la corolle, donc à l'intérieur du tube de la corolle ici, et donc seuls les pollinisateurs qui ont des pièces buccales suffisamment longues et qui peuvent déployer ces pièces buccales vont pouvoir vont être intéressés par cette fleur, vont venir visiter la fleur pour aller chercher le nectar. Ceux qui n'ont pas de longues pièces florales, ils ne seront pas intéressés parce qu'ils ne pourront pas récupérer le nectar. Donc c'est comme ça que s'est fait cette coévolution insectes pollinisateurs qui, bien sûr, en même temps, ils vont se couvrir on ne voit pas les étamines ici, mais en allant chercher le nectar, ils vont se couvrir de grains de pollen. Idem ici, avec donc chez la sauge, des structures un peu particulières. Donc ici, en fait, on a une fleur qui a une symétrie radiaire, c'est-à-dire que c'est une symétrie d'ordre 5.
Et on a 5 fois le même, le, le, la même disposition qui se représente dans l'espace, alors qu'ici on a une symétrie bilatérale, c'est-à-dire qu'on peut faire passer qu'un plan de symétrie par le centre de la fleur et pas un axe de symétrie d'ordre de plus que 2. Et donc on a notamment donc, chez la sauge vraiment une coévolution très forte avec les pollinisateurs, de façon à avoir donc une partie de la corolle qui va se spécialiser comme piste d'atterrissage pour les insectes. L'insecte va venir se poser ici, il va aller chercher le nectar ici à la base du tube de la corolle, et le pollinisateur, généralement, donc c'est une abeille ou un bourdon, va pouvoir, on voit qu'à la fois le pistil et les étamines vont venir toucher le dos de l'insecte de façon à pouvoir couvrir les grains de pollen ou récupérer les grains de pollen présents sur le dos de l'insecte. Et il y a donc chez la sauge, il y a même un système de balancier, ce qui fait qu'en allant chercher le nectar, il va y avoir l'étamine va bouger, va venir libérer ces grains de pollen sur le dos du pollinisateur. Donc ça, c'est pétale soudée, c'est un caractère dérivé qui est apparu donc secondairement au sein des angiospermes. Et donc ici, à nouveau, on peut reprendre la phylogénie. Donc en jaune, c'est quand on a des pétales libres ou des tépales libres. En bleu, quand on a des pétales ou des tépales soudés. Alors donc on voit ici qu'on a un caractère qui est beaucoup plus partagé, c'est-à-dire qu'on a à peu près 50% qui ont des pétales soudés et 50% des pétales libres. Et puis on voit qu'il y a aussi beaucoup de gris. Alors gris, c'est quand en fait il n'y a pas de pétales. C'est le cas notamment pour beaucoup d'espèces pollinisées par le vent. Souvent, comme le chêne, le hêtre, ils ont perdu leurs pétales. Et donc on ne peut pas déterminer l'état du caractère, on le laisse en gris. Et on voit donc à nouveau que très clairement le caractère ancestral, vous voyez qu'il y a quand même, même si les bleus sont très fréquents, on voit qu'ils sont toujours regroupés les uns près des autres, ce qui montre bien que c'est un caractère dérivé. Et donc à nouveau, les reconstructions phylogénétiques vont montrer qu'on a une probabilité de 100% que le caractère ancestral, c'est bien d'avoir des pétales ou tépales libres. Ok. Alors, donc pétales libres, pétales soudés, et puis donc il nous reste encore à voir les étamines. Donc on n'a pas encore beaucoup parlé des étamines. Alors en fait, le caractère ancestral, c'est d'avoir des étamines qui ressemblent un petit peu à des tépales. Parfois, on a du mal à distinguer. Donc les étamines sont assez aplaties, et c'est seulement à leur extrémité qu'on voit plus ou moins des sacs polliniques, et donc production de pollen, mais sinon de loin ça ressemble un petit peu à des pétales ou des tépales. Par contre, au cours de l'évolution, on a des étamines typiques comme on se les représente, avec donc un filet qui est cylindrique, et puis à son extrémité, la partie fertile, l'antère, qui contient plusieurs sacs polliniques. Donc voici un exemple d'étamine ancestrale qui ressemble éventuellement à un petit pétale ou tépale, donc c'est aplati. Mais par contre, si on va regarder à la face supérieure, sur la face supérieure, on voit des deux côtés ça, ce sont les sacs polliniques qui sont donc très allongés, qui ne sont pas très développés, mais qui sont par contre très allongés, et qui ne sont pas très épais, mais très allongés, et qui vont s'ouvrir au moment de l'anthèse. L'anthèse, c'est quand les étamines s'ouvrent et libèrent leurs grains de pollen. Donc ça, c'est un exemple chez le magnolia. Alors les fleurs de magnolia, elles commencent à fleurir maintenant. C'est bien l'occasion d'aller regarder ces fleurs de magnolia, qui sont vraiment un bel exemple de fleurs. On y reviendra la semaine prochaine, avec un axe allongé. À la base, il y a des tépales, très grands tépales, insérés vraiment en spirale. Et puis on passe aux étamines, et ensuite on passe aux carpelles. Donc tout ça, ce sont différentes unités carpelles qui se sont insérées sur l'axe, et l'axe de la fleur, il continue jusqu'ici à peu près. Donc il est fortement allongé. Par contre, dans le cas des angiospermes avec des fleurs plus dérivées, on observe typiquement les étamines avec donc, un filet cylindrique, stérile, et à l'extrémité la partie fertile, l'antère. Voilà. Alors, on va passer maintenant donc à la diversification des angiospermes. Et donc comment fait-on actuellement la classification
des angiospermes, eh bien les angiospermes, on va les séparer, historiquement, on les séparait en deux classes. On disait qu'on avait des angiospermes monocotes ou dicotes, monocotylédones ou dicotylédones. Et notamment, la différenciation se faisait par le fait que l'embryon chez les monocotes possédait qu'un seul cotylédon, comme le nom l'indique, et un seul cotylédon. Cotylédon, c'est la première structure photosynthétique de la plantule. En fait, donc c'est une structure qui se trouve déjà à l'intérieur de l'embryon et qui va pouvoir faire, dès l'ouverture de la plantule, de la photosynthèse avant l'apparition des premières feuilles. Et donc l'embryon est fortement asymétrique, et parce qu'il ne possède qu'un seul cotylédon, alors que chez les autres angiospermes, on a deux cotylédons, et donc on a une plantule qui est symétrique. Donc on peut la reconnaître vraiment dès le départ, si on est chez les monocotes, dès le départ de la plantule. Alors il y a d'autres caractéristiques chez les monocotylédones, le fait d'avoir un système vasculaire avec des faisceaux qui sont dispersés. Donc quand on fait une coupe transversale dans la tige, on voit des faisceaux vasculaires qui se trouvent un peu partout le long de la périphérie de la tige. On a souvent des feuilles à nervation parallèle, et on a souvent des fleurs qui sont plutôt trimères, c'est-à-dire que les pièces florales vont par trois, ce qui peut aussi se retrouver chez les autres angiospermes, mais plus rarement. Alors, et ensuite, tout le reste, on appelait ça des dicotylédones, mais actuellement, les phylogénies moléculaires ont montré que, en fait, cette distinction doit être rejetée. Pourquoi? Parce que seuls les monocotylédones forment un groupe monophylétique. Et donc, vous savez que dans une classification, pour définir un groupe dans la classification, il faut qu'il ait la caractéristique d'être monophylétique, que tous les descendants de ce groupe aient un seul ancêtre commun qui soit exclusif de ce groupe. Or, c'est le cas chez les monocotes, et donc en fait les monocotylédones, on a conservé ça comme un groupe taxonomique chez les angiospermes. Par contre, les dicotes, on voit que c'est un assemblage de différentes choses qui ont des origines différentes, et donc c'est un groupe non monophylétique qui est rejeté. Alors, comment on dégrossit la classification des angiospermes? Donc, on va définir des pôles. Alors, vous verrez pourquoi on parle de pôles et pas de groupes, parce que on va définir au total 4 pôles, et seuls 2 de ces pôles sont réellement des groupes monophylétiques. Donc, il y a le groupe des monocotylédones, et puis un autre groupe, dont j'ai parlé un tout petit peu, qui était le groupe des eudicotes. Alors, donc on voit ici dicote qui réapparaît, mais pour les vrais dicotylédones, c'est-à-dire que ça, c'est un vrai groupe monophylétique. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai dit que c'était un groupe qui était caractérisé par du pollen avec 3 pores ou 3 fentes, avec du pollen tricolpé. Donc ça, c'est le groupe des eudicotes, qui est parmi les 4, c'est le groupe qui est à l'origine la plus récente, et qui est aussi de loin le plus grand, le groupe le plus majoritaire. Ensuite, donc, il y a aussi les monocotylédones. Et puis les 2 autres pôles, en fait, ce ne sont pas des groupes monophylétiques, mais c'est plutôt un regroupement artificiel sur la phylogénie. Par exemple, donc le pôle Anita, en fait, c'est celui dans lequel on a mis les familles les plus basales. Donc on a mis la première qui s'est séparée du reste des angiospermes, c'était les Amborellacées. La deuxième qui s'est séparée, ce sont les Nymphéacées. La troisième, ce sont les Iliciacées, etc. Et donc ça a nous donné le pôle Anita. Donc il y a au total 5 familles dans ce pôle Anita qui forment typiquement, puisqu'elles sont insérées les unes après les autres, forment un groupe paraphylétique. Donc c'est pas un groupe monophylétique, mais disons par usage commun, on a défini ça comme étant un pôle, le pôle Anita, et puis ensuite il y a aussi un autre pôle qui est aussi un regroupement de familles dont on n'est pas encore sûr ou non que ça forme un groupe monophylétique, qui est le pôle des Magnoliidae. Voilà, donc juste pour répéter, donc il y a un caractère qui permet de distinguer les eudicotes de tous les autres, c'est ce pollen à 3 fentes ou 3 pores, typique des eudicotes. Tous les autres représentants des 3 pôles possèdent du pollen à une fente ou un pore. Et donc voici une représentation très très schématique de cette classification des angiospermes. Donc on a ici
un groupe monophylétique avec une origine bien distincte qui est le groupe des eudicotes, caractérisé par ce pollen tricolpé. On a un autre groupe monophylétique qui est le groupe des monocotes ici, monocotylédones. Et puis ensuite, on a les deux autres pôles, donc ça c'est le pôle monocote, pôle eudicote, et puis on a le pôle des Anita qui lui donc reprend de façon artificielle, mais toutes les familles qui représentent les groupes basaux successifs des angiospermes. Donc Amborellacées d'abord, Nymphéacées ensuite Iliciacées, etc. Et puis ensuite, il y a un groupe de ce qui reste, en fait, ce qui reste, ce sont les Magnoliidae, donc pour lesquels l'origine n'est pas encore très, très claire si c'est un groupe monophylétique ou pas, mais qui correspond, donc qui possède un certain nombre de familles qui, elles, possèdent des caractéristiques, beaucoup de caractéristiques ancestrales au niveau des fleurs. On a l'exemple du Magnolia, qui possède beaucoup de caractères ancestraux qui sont partagés avec le pôle Anita, mais on voit bien que phylogénétiquement, ils ont une origine distincte. Alors donc ça c'est pour nos 4 pôles. Alors maintenant en termes d'importance en nombre d'espèces, on voit donc je reprends encore ici la phylogénie qui était sur le fait d'avoir des fleurs unisexuées ou bisexuées, mais peu importe. Ce qui est représenté ici, ce sont les différents pôles. Et donc on a par exemple le pôle Anita, on voit que c'est un très très petit nombre de familles, mais caractérisé par le fait que leurs ancêtres, on voit que ce sont les branches les plus longues qui arrivent très très proches de la base des angiospermes. Ça c'est le pôle Anita. Ensuite on a le pôle des Magnoliidae, avec donc également des branches très longues, puisque c'est un groupe encore relativement ancestral, mais qui contient déjà un nombre de familles et d'espèces beaucoup plus important que le pôle Anita. Ensuite, on a le groupe des monocotylédones qui, lui, donc, a bien une origine, c'est bien un groupe monophylétique, donc une origine bien précise, relativement ancienne. Et là, par contre, on voit que le nombre d'espèces est très important. C'est un groupe important au sein des angiospermes. Et puis enfin, on voit que ensuite apparaît ici le groupe des eudicotes. Et ça, le groupe des eudicotes, c'est de loin le groupe majoritaire au sein des angiospermes, donc qui contient une grande majorité d'espèces d'angiospermes. Voilà, une autre façon de le représenter, c'est en reprenant la phylogénie, on avait vu tout à l'heure, qui nous permettait de dater l'âge le plus récent possible des angiospermes, donc c'était 200 millions d'années. On voit ici donc qu'on a le pôle Anita qui reprend donc les groupes les plus externes, enfin les plus anciens au sein des angiospermes. Ce pas des groupes externes puisqu'ils sont dans les angiospermes, mais les plus anciens. Ensuite, on a les Magnoliidae avec une origine encore incertaine ici. Et puis, on a un groupe monophylétique, les monocotylédones, un autre groupe monophylétique, les eudicotes, qui eux sont un groupe extrêmement diversifié avec un très grand nombre d'espèces. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, et puis donc à partir de la semaine prochaine, on va passer un petit peu en revue, en voyant quelques familles pour chacun de ces quatre pôles. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc vendredi prochain. Puis si vous avez des questions, je suis encore disponible là pour les répondre à vos questions. Et donc normalement le diaporama est disponible. Il y a écrit Bob dessus, mais ça correspond au cours d'aujourd'hui. Bonne journée à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir.